Une marée humaine. Les gorges se déchaînent. Et puis, un mot venant d'en face. Un ordre. Feu! La brume de la bombe lacrymogène couvre la vue. Les balles fusent. D'un coup, tout s'arrête. Tout. Il s'appelait Hamza al-Khatib. Il avait 13 ans. Il habitait le village d'El Giza, situé près de Dera, ville du sud de la Syrie. Dera est depuis plusieurs jours le théâtre d'affrontements sanglants entre les contestataires du régime syrien et la puissante armée de celui-ci. Mais cette fois, la brutalité militaire a atteint une dimension inhumaine. Dans son village, les cris du peuple clamant la liberté sont désormais incessants. Ce sont les mots qui ont fleuri le cœur d'Hamza. En toute innocence, il rêvait d'une vie digne. Il rêvait de la liberté. Un soir, Hamza est resté devant la télévision. Les yeux figés sur le petit écran, il regarde, il entend un des manifestants crier « Ce régime a beaucoup duré, il est corrompu, il est temps qu'il parte, il faut sortir, crier haut et fort !» Malgré la répression, la liberté ne s'obtient guère d'espoir, mais il faut payer pour l'avoir. Hamza éteint le poste. Il entre dans sa chambre. Il s'étend dans son petit lit. Il commence à réfléchir. Il se demande, est-ce que la liberté mérite l'écoulement de sang, de sacrifier plusieurs personnes? D'ailleurs, c'est quoi la liberté? À son âge, Hamza n'a pas conscience du sens de la liberté, de ce droit fondamental, le droit de dire tout ce qu'il pense, le droit de critiquer, le droit de sortir dans la rue, de rentrer chez soi sans craindre que quelqu'un vienne forcer sa porte en pleine nuit, sans la peur d'être enlevé pour une destination sans retour. Les jours passent, les manifestations se poursuivent. Elles s'étendent de plus en plus. Hamza suit tout cela. Il suit l'acharnement barbare destiné à annihiler les démocrates syriens. Mais qui sont ceux qui tuent mes proches? Hamza s'interroge. Peu à peu, les idées s'éclaircissent. Hamza sait désormais que la Constitution, dans son article 39, lui garantit le droit de manifester pacifiquement, que les conventions de droits de l'homme lui garantissent à lui, l'enfant de 13 ans, le droit d'exprimer son opinion sur des questions qui ont une incidence sur sa vie politique, sociale, économique, culturelle et religieuse. Le 29 avril 2011, Hamza décide de participer aux manifestations. Il est sorti comme des centaines de personnes de son village ce jour-là pour casser le siège et lever la répression subie par les habitants de Dera. Un sentiment de force l'envahit. Sa parole se libère. Hamza avance avec ses concitoyens. Son arme est sa voix. Son bouclier est son pacifisme. Hélas, son pacifisme ne l'a pas protégé. Son enfance a cédé à l'inhumanité de tout un régime avide de sang et d'oppression. Où est Hamza? Demande le père à un voisin qui répond ne pas savoir et d'ajouter. On s'est séparés lors des tirs, je ne l'ai pas revu depuis. Il demande à un autre. Et là, fut la réponse qui anéantit son existence. Il est tombé entre leurs mains, ils l'ont pris avec les autres. L'information a tombé sur la mère comme la foudre. Elle a crié son fils. Elle a pleuré dans les bras de son mari. Ils ne vont rien faire à mon fils. Dis-moi, dis-moi. Non, répond le père. C'est un enfant. Il est encore jeune. Ils n'ont rien à faire d'un enfant. Peut-être, ils vont lui crier dessus. Lui reprocher de ne pas aller à l'école. Mais ils ne peuvent pas lui faire du mal. Non, ils ne peuvent pas. Le premier jour passe.
le deuxième, le troisième, la quatrième semaine, le 25 mai. Alors que ses parents prient pour son retour, ils entendent crier. Hamza est revenu. La mère a sauté de sa place. Elle a couru pour prendre son fils dans ses bras. Le père court derrière elle. Elle ouvre la porte. Il court, elle court, elle court. Elle s'arrête. Et puis, le silence. Les visages pâles. Les yeux figés. Le silence de quelques secondes. Le temps s'arrête pour eux. Le temps s'arrête devant un cadavre, celui de leur enfant. Il ne sourit pas. Pourquoi il ne sourit plus? Demande la mère et puis il tombe à genoux. Elle caresse les cheveux de son enfant et il l'appelle. Hamza, c'est toi mon fils? Le visage violet défiguré. Les yeux au beurre noir. La mâchoire brisée. Elle se lève la tête de son enfant. Celle-ci se penche facilement de l'autre côté. Le cou brisé ne tient plus la tête. Terrifié, le père tombe également à genoux. Il lève le drap qui couvre le corps de son enfant. La mère s'écroule sur le corps de son fils. Un corps enflé. Le corps d'Hamza est couvert de brûlures de cigarettes, d'empreintes de semelles, de traces de coups et d'impacts de balles au bras et à l'abdomen. Ces rotules cassés. Il faut voir les images du corps tuméfié, mutilé, pour comprendre l'horreur de ce crime. Tous ces actes de torture ne leur auront pas suffi. Ils lui ont coupé le pénis avant de le tuer. Ils lui ont coupé le symbole de sa virilité dans un acte d'acharnement contre son courage. Hamza, le symbole de la volonté libre, a été rendu à ses parents. Un corps vidé de tout. Un corps témoin de l'horreur d'un sadisme pur et simple. D'un sadisme sous ses formes les plus barbares. Ces bourreaux ont rendu le corps pour prouver à la région de Dera tout entière ce dont ils sont capables. Que leur machine de feu est là pour terroriser, pour faire peur, pour faire taire toute rébellion. Comme si la tragédie ne suffisait pas. Il oblige le père à prendre le corps de son enfant. Et il le force à s'engager par écrit à l'enterrer immédiatement. Le père blessé autorise un défenseur des droits de l'homme à filmer le cadavre de son enfant. Acte qui va lui coûter cher. Il est arrêté juste après par la police secrète. Il lui demande d'accuser publiquement les salafistes d'avoir torturé et exécuté son enfant. Un groupe islamiste que le clan de Bachar al-Assad, que le clan d'Assad accuse déjà d'être à l'origine des troubles dans le pays. Que peut-on attendre d'un régime criminel, d'un régime tueur d'enfants, que d'assassiner la vérité après avoir assassiné leur innocente victime? Le père sera relâché après, ce qui n'empêche pas l'humiliation d'atteindre son summum et de l'obliger à rencontrer le président Bachar al-Assad. Quoi de pire pour un homme que de recevoir les condoléances pour son fils de la part de son bourreau? Monsieur le Président lui promet d'enquêter sur le meurtre de son fils. Il promet par la même occasion à tous les citoyens syriens plus de liberté, plus de droits. Le régime ne s'est pas contenté d'entraver le droit d'un enfant de vivre, son droit d'aller à l'école, son droit de grandir, son droit d'exister, tout simplement, dans la dignité et la liberté.
il continue de violer le droit de ses parents éplorés de faire leur deuil. Il les oblige à oublier et à se taire. Hamza a été torturé, massacré, pour être sorti exprimer sa voix pacifiquement. Hamza a cru en ses droits élémentaires universellement garantis. Hamza a cru à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a cru en son article 5 qui condamne la torture. Hamza a cru à la Convention internationale des droits des enfants qui exige la protection des droits des enfants. Hamza a cru au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Hamza a cru à d'autres conventions, d'autres droits. Les mois passent. Les promesses de Monsieur le Président s'avèrent un mensonge pour le peuple syrien et pour l'histoire. Le sang coulé d'Hamza écrit l'histoire d'un régime démuni de toute humanité. Le sang d'Hamza incarne l'instinct cannibale avec lequel le régime de Bachar al-Assad traite systématiquement ses citoyens dans un huis clos meurtrier. Les parents d'Hamza n'ont pas réussi à faire leur deuil. Ceux qui ont violé le droit de vivre à leur enfant continuent de violer les droits d'autres enfants. Au moins 317 enfants, dont 10 hier, ont payé de leur vie la cruauté d'un régime. Hamza a été tué horriblement, indignement, inhumainement. Mais il y a aussi Maya, Tamir, Hajar, Sofia, et la liste est longue. Hamza et tous ses enfants martyrs du printemps syrien, devenus éphèbes de paradis, voient leur Syrie blessée, leur Syrie humiliée, mais espèrent encore voir leur Syrie libérée.